Le Super Pan Show, saison 2, épisode 2. Mais quel bonheur, quelle chance on a. On est encore chez Percussions du Monde. Merci Pascal du fond du cœur de nous accueillir. Aujourd'hui, une nouvelle fois, on accueille un artiste extraordinaire qui a beaucoup voyagé, qui a plein de choses à nous raconter, qui continue à voyager grâce au handpan. C'est vraiment une chance incroyable de l'avoir ici parce qu'il enregistre son nouvel album à Montreuil, dans la ville où je réside moi-même, au studio Music Unit. C'est le deuxième jour d'enregistrement. Il nous fait l'amitié de nous retrouver, alors qu'en général, on finit les enregistrements relativement sur les genoux. J'ai vraiment le plaisir et l'honneur d'accueillir, et je vous laisse avec lui car la musique fait bien plus que 1000 mots, Quentin Kayser. Merci Quentin. Avec plaisir. Quand je disais que la musique fait plus que les mots, voilà, ça permet de plonger dans ton univers, de ressentir l'humain. Comment s'est passée cette journée d'enregistrement? Incroyable. Incroyable? Tout était fluide. Tu sais, l'album s'appelle Listen. Oui. Je tiens à dire un tout petit mot avant, c'est caméra. Merci à toutes les personnes qui ont aidé à ce que ça se fasse. Parce que là, ça fait 2 jours qu'on enregistre et c'est vraiment magique. Voilà, vous aurez les surprises tant attendues. Génial, ça te permet de passer le message, ça fait bien plaisir. D'autant plus que ça fait 1 an et demi qu'on essaye de tourner cette émission. Ouais, c'est clair. Tu te rends compte? Ouais. Et qu'à chaque fois, c'est pas le moment. C'est ce qu'on s'est dit. Finalement, on est resté assez zen, assez serein. Et puis, quand c'est le moment, pour le coup, là, on se fait plaisir, quoi, vraiment. C'est un bonheur vraiment d'entendre ta musique. Souvent, on se croise en festival, ça va très très vite, etc., etc. Et là, on a un peu de temps. On a le temps de te découvrir, on a le temps de t'écouter. Et on a le temps de faire aussi quelques petites jams ensemble. On va bien se marrer. C'est ton album numéro 4, 5, 6, je sais plus. J'arrive plus à suivre. Studio, Studio, on va dire. Studio, c'est le 3e. C'est le 3e. Ouais. D'accord. Et donc, il y a eu des lives aussi? Il y a eu un total live, il y en a eu un enregistrement à la maison, le tout premier, l'Hexagone. Ouais. Celui qui, bizarrement, a eu beaucoup de succès au tout début, du coup, qui m'a motivé à appeler Alexandre Chaigne pour enregistrer ce 2e album qui était Healing. Ouais, Healing. Et ensuite, il y a eu une BO aussi, une BO de film. Ça s'était fait à la maison. Je m'y connais pas beaucoup, mais vous m'avez beaucoup appris en termes de sonorité et de son. Et donc là, c'est le 3e album de studio. Donc il y a Healing, Listen, ça c'est le tout dernier, donc ça s'appelle Listen. Evolve. Evolve. Qui est sorti le jour de la naissance de ma fille. Ah là là, c'est beau. Et là, tu as bien évolué? J'ai bien évolué. Ouais, ça change la face du monde, hein, complètement. la naissance de la fille, génial. Toujours le doigt là où ça a besoin de travailler. Ouais, excellent. Alors Quentin, je sais que tu as pas mal voyagé. Et moi, ce qui m'intéresse souvent ici, c'est encore une fois ce qui se passe avant le handpan.
Là, on a parlé un petit peu du présent, mais on va continuer à développer tes activités actuelles. Mais moi, j'aime bien savoir, en tant que musicien, en tant qu'humain, d'où tu viens. Si de manière un petit peu succincte, tu peux nous dire déjà où est-ce que tu as grandi. C'est toujours intéressant. Et après, la musique, comment est-ce que ça s'est ouvert pour toi? En fait, ça s'est ouvert tout petit. Pour me calmer, ma mère me mettait un casque avec de la musique classique et je ne pouvais écouter que de la musique classique. D'accord, c'est radical. J'avais 3 ans et je me rappelle très bien. Et elle me le redit encore, elle m'a dit t'étais une fusée, mais il n'y avait qu'un truc qui te calmait parce qu'elle ne jouait pas du tout de musique. Elle en a joué très jeune, mais elle a tout de suite abandonné. Tu sais, le violon, c'est très, très difficile. Et puis, quand tu ne suis pas, pendant plusieurs années, tu as du mal à reprendre le violon. Ouais, donc, elle n'a jamais repris le violon. Ouais. Elle a toujours eu un atome crochu, mais elle n'est jamais allée plus loin. Et du coup, elle m'a quand même éduqué à travers la musique, dans le sens où elle a acheté un piano quand j'avais 3 ans, parce qu'elle a vu que j'avais un intérêt. Et on a mangé, a priori, beaucoup de patates pour acheter ce piano-là. Ah, c'est serré la ceinture. Vous êtes serré la ceinture pour que je puisse avoir un piano dès l'âge de 3 ans et demi. Et tu as eu de l'intérêt pour le piano à cet âge-là déjà? Oui, complètement. Ah, génial. D'ailleurs, mes premières notes, c'était avec des maracas sur le piano, comme ça. Très bon, c'est bon ça. Ah, le genre d'anecdote que j'adore dans cette émission. Génial. Donc, tu étais déjà percussionniste quoi, à l'époque. Oui, il y avait toujours percussion et mélodie. Voilà, les maracas sur un piano, j'avais jamais pensé à ça. Ça amène One Pan. Voilà, c'est drôle. Exactement. Et la suite après? Et la suite, il y a toujours eu soit un harmonica, soit un mélodica dans ma poche ou avec moi depuis tout petit. Des instruments faciles à transporter parce que mes parents se sont séparés très tôt. Du coup, il fallait que j'aille voir mon père et puis après que je vienne voir ma mère. Et mon père a vécu, s'est déplacé en Guadeloupe quand j'avais 5 ans et demi, 6 ans. D'accord. Et je faisais des allers-retours entre la Guadeloupe et... la garde partagée devenait un peu plus extrême. Quoi. Exactement. Mais ça s'est vraiment bien passé. Ouais. Et j'étais juste à côté de la plage. Mon père voulait aller sur la plage. Il a pris une petite maison, il louait une petite case créole à l'ancienne avec le toit de tôle. Et j'entendais au fond, quoi? Le gros cas, le guoka. Ah, génial. Ah oui. Sans arrêt. Donc, non, pas sans arrêt. À Pâques, il y avait tous les Guadeloupéens qui venaient s'attrouper sur les plages. Et il y avait des groupes de musiciens. Et en fait, c'est des percussionnistes. J'ai toujours dit, j'ai jamais fait de percussion. Et en fait, en y réfléchissant bien, c'est faux. Parce que j'écoutais ces gens-là et puis ils me demandaient, j'avais 9 ans, tu vois. Ils me disaient, tu veux essayer et tout. Et moi, je les suivais. Tu t'assois. C'est des grosses percussions, tu t'assois dessus et tu joues comme ça. Et en Guadeloupe, ils ont des racines africaines. Bien sûr. Et ils se sont fait ça dans des troncs de noix de cocotier. Et en fait, au final, j'ai grandi avec le monde percussif qui ne m'a pas appelé. Mais j'étais là, j'étais présent et je jouais quand on m'invitait. Et du coup, en ce moment... tu ressens, tu as fait d'autres instruments qui t'ont amené au One Pan. Tu ressens qu'il y a eu d'autres influences? Oui, énormément. Ouais, à part le piano, les percussions. Je suis passé piano. Ensuite, j'ai eu un long moment avec la guitare. D'accord. Guitare et la voix. Génial. Et ça, c'était un moment très important dans ma vie parce que le moment où j'ai bougé entre la Guadeloupe et Toulouse et la métropole, mais au final, c'était lié à mes parents. Et à un moment donné, quand j'ai eu la vingtaine, 21, 22, je travaillais sur Paris et je me suis acheté une guitare. Ma grand-mère m'a donné des sous pour que je puisse m'acheter une guitare, 80 €. J'étais fouché. 80 €, je les ai dépensés pour acheter une guitare made in China dans un petit magasin à côté d'ici. Tu vois. Et le premier jour où j'ai eu cette guitare-là, je ne connaissais rien. J'ai juste appris à l'accorder. Je me suis assis en bas de chez moi. J'ai joué sur un banc. Et ma nouvelle vie de nomade a commencé parce que j'avais toujours la guitare comme ça. Et j'ai eu de suite envie de sortir de Paris. En fait, au bout de 2 jours, quand j'ai eu ma guitare, il fallait que je sorte de Paris. Ouais. Ça, on parle 2005. D'accord. Là, ça fait 2 jours que tu es à Paris, ça va? Tu peux rester encore un peu? Oui, il me reste encore 2 jours d'enregistrement. Ça me fait plaisir. D'être ici avec vous. Ouais, cool. Et du coup, tu t'es barré ou tu es reparti à Toulouse ou... Là, j'ai reçu le mail d'un pote qui me disait « Ah, et tout, je viens de partir en Bulgarie en bus, tu seras là à mon retour dans 10 jours
attends, t'es en Bulgarie en bus? Attends, vas-y, je te rejoins. J'ai pris un billet le lendemain de bus. J'ai pris un billet de bus le lendemain pour aller en Bulgarie avec la guitare. Je suis parti avec la guitare. Elle ne m'a plus jamais quitté pendant 6 ans. Extra. Ça fait un sacré cassoulet tout ça quand même. Ah ouais, avec pas mal de saucisses et de haricots. Ouais, extra. Et après, tu as continué à voyager, je crois. De ce que c'était vraiment quelque chose que tu avais en toi, tu avais envie de continuer à explorer, ou c'était lié à la vie, des rencontres, Et il y a mon côté explorateur qu'on retrouve dans la musique. Moi, je retrouve l'exploration que j'ai toujours eu, ce côté curieux, explorateur, aller toujours chercher derrière la montagne au final. Mais c'est très lié, au final ces voyages-là sont aussi très liés à l'écoute. Parce que apprendre une langue, se rapprocher de l'humain… C'est une musique. C'est une musique. Et j'ai adoré. J'ai appris un petit peu d'allemand en 6 mois où j'ai vécu là-bas. Je suis parti pour 3 mois en Tanzanie, je suis resté 1 an et demi. Au final, j'ai appris la langue. Voilà, bon, après plus commun, l'anglais, l'espagnol, mais à chaque fois que j'allais dans un endroit, j'aimais apprendre la langue pour rester avec les humains, le contact. Ouais, c'est primordial, pouvoir échanger en fait. C'est extra. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Et alors après, le handpan arrive. Et le handpan arrive. Gros raccourci. Le handpan arrive. Il est arrivé… quelle année? Il est arrivé… alors, moi je l'ai vu la première fois quand je jouais de la guitare à Cologne en Allemagne. C'était un gars qui était en train de jouer par terre, 2005. Je reste… À la fin de ma session, il faisait nuit, il faisait un peu froid, j'allais rentrer chez moi et je vois ce gars en train de jouer par terre et j'attends qu'il finisse, je dis « Excuse me, what it is, please ?» Là, qu'est-ce que c'est? It's a UFO, c'est un ovni. Et c'est tout ce qu'il m'a dit. Et je suis parti avec ça. Je lui dis, quelle information? It's a UFO, UFO. Et voilà. Et ensuite, 2-3 ans plus tard, je rencontre ce groupe par YouTube, Hadouk Trio, avec Steve Sheehan, on en parle souvent ici, qui joue de cet instrument. Et sache que Steve Sheehan est très lié avec mon histoire du handpan. D'accord. Un truc de ouf. J'habitais au Costa Rica. Je prends l'avion pour venir en France. Petite escale d'une journée, même pas 24 heures, à Madrid. Et là, je prends une journée, du coup, je me dis je vais aller au centre-ville. Je prends le petit train qui va de l'aéroport au centre-ville de Madrid. Et je vois un gars avec une espèce de… UFO. C'était en 2011. Et je fais ah et tout. Je commence à parler en anglais. Il parle français. Ah, c'est trop bien, c'est un handpan. Il fait ouais, c'est un handpan. Je disais hang à l'époque. C'est un hang. Ouais, c'est un hang. C'était un vrai hang en plus. En plus, c'est ce qu'il a souvent. Et je lui dis je l'ai pas reconnu. Je lui dis mais tu connais le groupe Hadouk Trio, j'adore et tout. Il me dit tu te fous de ma gueule. Tu sais, avec son air super sérieux, il te regarde comme ça, sa voix bien grasse. Tu te fous de ma gueule. Et là, pour moi, il y a un morphing qui s'active. En fait, c'est Steve Sheehan. Et en fait, on prenait le même avion le soir pour aller à Paris, le même avion. Il s'est assis à côté de moi parce que la place était libre. Et il m'a demandé si j'avais un ride pour le ramener chez lui. J'avais un ride. Je passais 2 jours chez lui à essayer ses instruments. C'est comme ça que j'ai essayé pour la première fois des instruments. Génial. Et il m'a conseillé en 2011… Un Space Drum. Un Space Drum. Spécial dédicace à Marc. Marc Guilloux de Space Drum. Ah, c'est marrant. Oui, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait très peu d'alternatives. Et du coup, Space Drum faisait partie des alternatives déjà à l'époque. Génial. Anniversaire, 29-30 ans, ma famille qui me demande ce que je veux pour mon cadeau d'anniversaire des 30 ans. Et là, je dis, je sais pas. Et tout d'un coup, ça fait un Space Drum. Un handpan. Et forcément, la seule info que j'avais à l'époque, à part les hangs qui étaient pour moi inaccessibles, je n'avais pas envie de faire le pas. Et trop d'amis avaient échoué. Et ils m'ont offert un Space Drum, un Do majeur pentatonique. Que tu as toujours? Non, je l'ai plus. Mais un gars aux États-Unis là. Et c'est grâce à ce gars-là que j'ai pu acheter mon premier Meraki. D'accord. Mon premier vrai instrument avec des bottoms. Ouais. Les bottoms, c'est les notes qui sont en dessous. Je fais la petite traduction. Les traducteurs. Alors, avant de passer à un autre sujet te concernant, j'ai envie de faire une petite expérience, remettre un peu de musique dans tout ça. J'ai demandé à Pascal de Percussion du Monde de nous préparer un ensemble d'instruments un peu surprise. Quand je suis arrivé, j'ai dit voilà, si tu as une idée ou un truc. Et on va
s'amuser à jouer autre chose que du handpan, parce que moi j'aime vraiment élargir effectivement sur d'autres instruments, et d'une manière un petit peu, voilà, c'est pour s'amuser, parce que c'est aussi ça le Super Punch Show. Pascal va nous amener un instrument mystère. Ah, magique, merci Pascal. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc-là? Alors pour vous dire, c'est ce qu'on appelle des woodblocks là sur le dessus et ici. Woodblock, à l'origine c'est en bois, là c'est de la résine ou du plastique ou du PVC ou peu importe. Et là on a quelques cloches et on a eu le droit à un petit shaker. Sympa, il nous donne vraiment la base du magasin. Mais le plus important étant le rythme. Bah Quentin, j'ai envie de dire à tout de suite. Allez. C'est délire ces trucs. Ah, excellent. Alors, on essaiera de ne pas vous casser les oreilles au mixage, hein. On va essayer de... Parce que ça, les cloches, au bout d'un moment... Oh, on s'est régalé. Merci Pascal. C'est beau. Hein. Merci à vous. Petit set de cloches, petit set de woodblock. Génial. Des woodblocks Merci en résine, beaucoup. Ouais. Hop. Ouais, hein. Hop. Et on te rend les shakers. Merci infiniment. Ah, ça fait du bien. Sortir un peu, d'être dans du rythme et tout ça. Et alors justement, moi, ça m'amène au sujet d'après. Parce qu'on a un sujet aujourd'hui, on aime bien passer des sujets un peu extérieurs, hors les murs, à Percussion du Monde, au sujet des festivals et de l'organisation des festivals. On a quelques personnes que tu connais, Cédric Plat du Handpan Festival, Claim du Hangout, et on va avoir Raoul et Thomas de Été Nomade, qui vont un peu nous expliquer dans quelques minutes ce que c'est que d'organiser un festival, ce que ça suppose, les choix qu'il faut faire, les partenaires qu'on peut trouver pour que ça puisse se monter, parce que ça représente quand même un certain investissement à la fois humain et financier. Et avant qu'on lance cette séquence, j'aurais aimé savoir un petit peu cet été, moi je crois que j'ai déjà des pistes, où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver et notamment, je crois qu'il y a un festival que Cédric Plat organise, où j'ai cru voir que tu es. Un festival de handpan et d'instruments du monde en Cévennes. D'accord. La ville exacte, Cédric va nous le dire tout de suite. Oui, dans le sujet d'après, effectivement. Et pas très loin de Joyeuse, genre à 20 minutes de Joyeuse, quelque chose comme ça. Et ouais, merci pour l'invitation, je suis heureux. On va voir notre ami Laurent.
Et oui, qui sera là-bas avec Owa, effectivement. Exactement. Et où est-ce qu'on peut te retrouver d'autres? C'est un peu prématuré de parler déjà de son actu, mais je trouve sympa avec l'histoire de la jam, là. Et j'avoue que tu me prends un petit peu de cours parce que je suis en mode studio, enregistrement. Il faut changer de cerveau. Et là... Ou un ou deux endroits où vraiment tu es content d'aller cette année, par exemple? Il y a encore des endroits un petit peu secrets. Et là, tout de suite, à part ce Handpan Festival... si, pardon, autant pour moi. Je vais prendre un petit peu de transport pour aller me retrouver en Autriche à un moment donné. WNY. On va se retrouver avec pas mal de professeurs, en tout cas des gens qui ont envie de transmettre la passion du handpan, quelques techniques. Et on va se retrouver là-bas pendant une bonne semaine où tous les jours on va avoir des personnes qui ont envie d'apprendre soit de nos techniques, de nos manières de composer. Il va y avoir des concerts tous les soirs. Une sorte d'académie du handpan. Avec en plus du live et plein d'échanges musicaux et de jam sessions. Exactement. Est-ce que tu peux redire le nom de cet événement? Alors, sur Internet, on peut le trouver WNY. C'est le Wild Naya Handpan Academy, je crois, ou Summer Camp, ou je ne sais plus. Très bien. Voilà. Donc en Autriche, c'est organisé par Bernadette Schwartz, si jamais vous la cherchez. Vous pouvez trouver sur Facebook. Et alors, il y a tout le monde. En termes de profs, en termes de musiciens, il y a vraiment beaucoup de monde. Je crois que c'est un truc assez énorme, une académie. C'est la 2e édition. Et du coup, là, tu vas aller te régaler par là-bas. Ça, c'est un des trucs que tu attends. Ouais, parce qu'au final, transmettre à autant de personnes. Moi, je fais toujours des stages d'immersion complète de 2 jours. Tout à fait. Ça va être une semaine. Une semaine. C'est très, très exigeant. Je l'ai fait quelques années. Et effectivement, c'est tu ressors hyper heureux et super vidé. C'est vraiment génial. Je suis ravi que tu fasses ça. Et c'est à quel moment? C'est au mois d'août? Ça, c'est mi-juillet. C'est vraiment du 10 ou 17 ou 11 au 18. Je crois que c'est du 11 au 18. D'accord. Et donc, le Nomadidge. Oui, on va te retrouver au Nomadidge. Au Nomadidge, genre pas le tout premier week-end du 1-2 juillet, mais vraiment le week-end juste après. 8-9, je crois, ou 9-10, ouais. Exactement. Ouais. Et tu joues en formule solo ou Je joue en formule solo pour l'instant. D'accord. Ça, vraiment, Listen est un de mes derniers projets solo. Et puis après, j'ai quelques idées de projets. Aïe, aïe, aïe! Restez bien accrochés. Avec d'autres musiciens. Génial. Mais tu as quelques invités déjà sur l'album Listen. Si c'est pas à spoiler, divulgacher le truc. Non, justement. Il y a quelques invités. Hein. Il y a quelques invités sur... Tu veux nous dire rapidement qui ou on trouvera, ce sera la surprise sur l'album? Non, parce que j'ai un petit peu communiqué dessus, vu que ce sont toutes les personnes qui ont participé, c'est un peu les producteurs de cet album-là, donc je leur partage les nouvelles. Il y aura Marie Clavel au chant. Il y a une indienne, une violoncelliste qui ne va pas jouer du violon mais qui va chanter, qui est arrivée aujourd'hui sur Paris et qui sera là au studio demain. D'accord. Nandini Shankar, qui est une chanteuse et une joueuse de violon exceptionnelle. Et il va y avoir Warren Shanti qui va faire un duo avec moi qui arrive juste après pour l'enregistrement. Et également Carola Ortiz, que j'ai rencontrée lors d'un concert en Inde, avec qui ça a tout de suite matché. C'est une clarinettiste, chanteuse, percussionniste également, espagnole, avec il y a le sang espagnol, tu le sens dans sa musique et dans ses tripes. C'est génial. Incroyable. Donc l'âme du flamenco un peu, quoi. Exactement. Non, encore plus dans les terres des bergers, tu sais, les tambours bergers des montagnes catalanes. Ça promet, on a hâte d'écouter. Alors, sur ce, on va lancer ce petit sujet sur les festivals. Comme ça, on va voir un petit peu, parce que nous, on en profite souvent en tant que festivalier, où on va jouer sur scène. Mais comment ça se passe d'organiser un festival? À tout de suite. Moi, je co-organise le Hangout, qui est un événement qui a lieu depuis 4 ans à Condal-Saint-Combraille, dans le 63, le Puy-de-Dôme. Il est né en plein milieu de la pandémie, rapidement, un délai très court, avec des conditions extrêmes. Mais voilà, le but premier, c'est de soutenir la scène française, les acteurs français, les artisans. Les dates cette année, c'est du 16 au 18 juin 2023. Été Nomade est un événement intergénérationnel et familial. Pour la 9e édition, nous serons plage de Dienville, à 40 minutes de Troyes, dans l'Aube. Et cet événement se veut un regroupement de passionnés, d'amateurs, de didgeridoo, handpan, guimbarde.
et a pour but de faire découvrir ces instruments et mettre en valeur les artistes. Alors, c'est Festival Handpan et Musique du Monde en Ardèche que je représente cette année pour une 2e édition. Alors, l'esprit de l'événement, c'est toujours pareil, partage, joie, plaisir et familial. On ne demande ni plus ni moins que de prendre du plaisir ensemble. On est déjà un festival à jauge limitée pour regarder le caractère humain. Depuis le début, on est autour des 400, 450, parfois 500 personnes. Nous sommes un festival qui souhaiterait rester à taille humaine. Nous espérions une fréquentation à peu près de 2000 personnes sur les 3 jours, ce qui serait idéal pour notre organisation. On est capable aujourd'hui de pouvoir arriver sur cet événement 1 millier de personnes à peu près. Pour l'organisation, cette année, nous sommes une équipe de 5 personnes. Dès le mois de septembre, nous nous réunissons pour nous répartir nos missions concernant la technique, les artistes, l'organisation du village bien-être et des créateurs, la partie communication et mécénat et la logistique et l'administratif. Concernant l'infrastructure de la 9e édition, nous disposons d'un espace public en bord de plage avec une halle couverte pour accueillir les concerts en cas de pluie. Pour le matériel, nous faisons appel au mécénat de compétences ainsi qu'à la location. Durant les 3 jours, nous sommes accompagnés par une quinzaine de bénévoles qui nous aident au montage des infrastructures et à la gestion de la brasserie qui est locale, végétarienne et fait maison. La première base, c'est le lieu, qui a une capacité d'accueil qui peut avoir un coût ou non, et qui est d'un minimum d'infrastructures, à savoir des toilettes, des sanitaires, des emplacements de parking, des emplacements de camping. Il faut une équipe. Il y a, on va dire, le cœur qui est l'équipe du gérant du lieu, qui s'occupe donc bien entendu du lieu, mais aussi de la restauration, du bar et du nettoyage. Après, on a un autre pôle qui est plutôt le pôle technique et bénévole. Il faut avoir une scène avec micro, fond de scène, console. Et il faut avoir les équipes qui vont avec. Et après, il y a les bénévoles pour tout ce qui est flux d'action à faire au quotidien, donc l'accueil. Moi, dans mon pôle à moi, je suis tout seul, pour le coup. D'accord. Et je m'occupe de tout ce qui est prog, administratif, compta, communication. Déjà, il faut trouver un lieu qui veut bien nous accueillir. Sur ce lieu, il faut prendre rendez-vous avec le propriétaire, ce qui est relativement chronophage. Voir si le propriétaire accepte ce qu'on veut mettre en place chez lui et de quelle manière il peut aussi nous aider à ce que ça puisse se réaliser. Il faut trouver des techniciens, il faut trouver la personne qui s'occupe du son, qui fait partie de la technique, mais ça c'est super important, la personne qui s'occupe du son sur un événement, parce que sans ça, l'événement c'est catastrophique. Il faut trouver le matériel du son, il faut les différentes scènes, il faut voir la faisabilité électrique du lieu. Il faut faire intervenir EDF, s'occuper des déchets de l'événement, bien évidemment, avec les communautés des communes, s'occuper des douches, de l'hygiène de chacun d'entre nous. Après, il y a la mise en place des différentes infrastructures, la caisse d'entrée, les pôles, le bar, il y a tellement de choses à mettre en place sur un événement, les décors, et puis on en revient, c'est un petit peu tout ça mélangé, il y a les assurances, donc le temps de tout mettre en place, il faut compter environ 9 à 10 mois, à raison d'une réunion par semaine sur lequel forcément on a des doléances, on voit ce qu'on doit établir pour la semaine qui suit, et la semaine qui suit, on fait un récapitulatif de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire. Le temps de mettre tout le monde en place, de contacter tout le monde, de rappeler tout le monde, parce qu'un événement, c'est pas qu'un coup de fil par personne est besoin, c'est souvent bien même pour avoir conclusion à ce qu'on demande à cette personne, il faut appeler 4, 5, 6 fois. Donc ça, multiplié par tous les postes, c'est chronophage à souhait. Entre les chefs de poste et nos amis, les bénévoles, nous sommes environ entre 85 et 90 personnes. Donc, du coup, le Hangout il est un peu particulier parce qu'il a une politique de prix libre pour le public et une rémunération au prorata des bénéfices pour les artistes et les techniciens. Et on est dans un contrat, entre guillemets, où tout le monde se retrouve gagnant parmi tous les organisateurs. Donc le terrain, il récupère le bar, la restauration, le camping, les logements. Ça lui permet d'avoir suffisamment de bénéfices pour pouvoir nous faire le terrain gratuitement. Et nous, ça nous permet d'avoir un coût beaucoup plus faible et donc de pouvoir avoir plus de bénéfices à partager. Donc ça, c'est une politique que j'aime beaucoup parce que ça permet de montrer qu'on peut faire autrement
des événements et qu'en plus on lutte contre la discrimination économique. Nous ne disposons d'aucune subvention publique par choix et nous sommes un festival en accès libre sur participation consciente du public ainsi que des standiers. Chacun trouve ainsi son équilibre personnel entre ce qu'il peut donner et ce qu'il veut donner. C'est ni plus ni moins que le coût global de l'événement divisé par le nombre de personnes attendues. Voilà, ce qui nous donne le coût de l'événement cette année qui est à hauteur de 75 € sur le festival en Ardèche sur les 3 jours. Au démarrage, Été Nomade n'était qu'un rendez-vous d'amis et de passionnés que nous avons juste eu envie de faire évoluer au fil des rencontres artistiques. Nous avons pris beaucoup de plaisir effectivement à rencontrer les artistes, à se dire qu'il y avait quelque chose à faire tous ensemble. De fil en aiguille, le festival a pris de l'ampleur, le public est venu chaque année plus nombreux et nous sommes très fiers de cela, pouvoir proposer un événement gratuit, ouvert, où public, artistes, standiers et nos bénévoles se retrouvent et peuvent partager des moments forts et sympathiques. Ça va m'apporter un sentiment que je qualifierais qui peut atteindre une forme d'orgasme mental, je dirais. Parce qu'en fait, tout part d'une idée et on va se préparer avec les préliminaires, avec les moments de va-et-vient qui permettent de concrétiser cette idée pour arriver à un état d'être où, quand on est sur place à ce jour J, on est un peu dans une bulle d'émotions. Donc ça, c'est quelque chose qui est c'est difficile d'en parler parce que c'est pas simple à exprimer, mais je crois que c'est ce qui m'apporte le plus. Mais si je pouvais me permettre, je pense que ça peut peut-être aussi apporter à d'autres personnes l'idée de faire quelque chose un peu similaire. Parce que finalement, c'est comme ça que je l'imagine, moi. Plus il y aura d'événements à petite taille et plus on produit donc de la richesse et de la culture et plus on offre à un public et à des artistes l'occasion de se rencontrer. Et je crois que c'est ça qui est capital dans le milieu culturel en tout cas et aussi dans le milieu du handball. Moi personnellement, ce que ça m'apporte, c'est du plaisir de pouvoir mettre en avant des artistes, de pouvoir rendre les gens heureux et puis me le rendre super bien en retour. Et d'ailleurs, c'est ce qui est l'élément moteur à ce que je puisse continuer à faire ce genre de choses. Merci à vous d'avoir toujours été présent aux events que j'ai pu créer et puis de m'avoir donné envie de continuer. Ouais, je pense que j'aime la musique, j'aime les gens, voilà, tout simplement, ça s'arrête à ça. Et on n'est que de passage, donc si quand on est là, on peut apporter du bien à son prochain, à la personne qui est à côté, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Je pense que c'est quand même quelque chose de primordial. Voilà, un sujet vraiment, moi je trouve très intéressant, rafraîchissant et je suis bien content de faire mon métier parce qu'organiser des événements pareils, c'est quand même... les mecs parfois ils passent des mois, voire toute l'année. C'est un travail énorme. C'est dingue, hein. Énorme. C'est dingue. Du coup on essaie de leur faciliter au maximum la tâche et pas faire les divas. J'espère qu'on y arrive, mais que ce soit le plus fluide possible en tant qu'artiste. Et c'est vrai que ça change tout. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais ça change vraiment tout, l'accueil, comment tu es reçu. Mine de rien, on est souvent sur la route, on est souvent fatigué entre deux transports, et puis il s'agit de jouer sur scène, de donner le meilleur sur un temps très court. Et du coup, tout ce qui se passe avant et après est primordial. Et c'est vrai qu'en fait, pour eux, c'est énormément de travail pour 2 jours, 3 jours. Et nous, on le voit à notre petite échelle, énormément de travail pour 1 heure, 1 heure et quart, tu vois, sur un festival. Des années de... Et ouais, mais et plus ils ont d'expérience et plus tu arrives sur le lieu du festival et tu as les sourires et tu as la chaleur humaine qui arrive. Les amis que tu retrouves aussi. Ouais, sacrée famille qu'on a toujours plaisir à retrouver. Alors j'avais déjà annoncé dans l'émission précédente, mais voilà, Été Nomade, premier week-end de juillet, 30 juin, 1er juillet, 2 juillet. Le festival en Ardèche des musiques du monde, c'est fin mai, 26, 27, 28 mai, on connaît. Et enfin, nous avions, et oui, le Hangout. Alors cette année, je crois que c'est 16, 17, 18 juin, je n'ai pas vérifié les dates. J'y serai derrière la console pour faire le meilleur son possible aux copains. En tout cas, on est vraiment heureux que ça vive encore les festivals en France, parce qu'il y a eu un gros coup d'arrêt suite à la pandémie. Et c'est vraiment un bonheur de voir que
les mecs tiennent le coup et par exemple, Été Nomade, je crois que c'est la 7e ou la 8e édition, donc vraiment, chapeau les mecs, chapeau, et merci pour tout ce que vous faites. Et l'an dernier, j'étais Été Nomade, et c'était juste merveilleux. Ah oui, tu y étais, tu y as joué, c'est vrai. Un cœur en or, mais toi tu y as joué il y a 2 ans. Oui, quelques fois. Ouais. J'adore. Et il y a 3 ans, et il y a 4 ans. J'adore les gars. Merci les gars, merci. Ouais, c'est un bonheur. Alors du coup, il y a une autre part très importante, tu le disais en arrivant finalement à Percussion du Monde, c'est la transmission. Alors tu le fais sur scène, tu le fais via tes albums, mais aussi tu enseignes beaucoup, je crois, puisque je t'ai rejoint sur un de ces week-ends-là en décembre dernier. C'était un vrai bonheur et j'ai ressenti l'effervescence. J'aurais adoré vous présenter un sujet là-dessus, sur une des immersions de Quentin. On sent une passion de tes élèves pendant et à l'issue du week-end, une effervescence, l'envie de toujours avancer. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu continues à développer toujours vers Montpellier, tout ça? Est-ce que tu bouges beaucoup? Comment ça se... C'est ça. En fait, ayant 2 personnes à la maison que j'aime beaucoup, que j'ai envie de voir, vu que déjà rien que pour les concerts, on bouge énormément, je me suis fait la promesse de faire ces immersions le plus près possible de la maison. Je le fais au village. J'habite à Saint-Martin-de-Londres, un endroit qui s'appelle le Hameau de l'Étoile, magnifique. Une salle que je loue une fois par mois pendant 2 jours. Et j'invite des personnes qui veulent venir s'initier ou même un peu plus. Je ne me considère pas du tout comme professeur, juste quelqu'un qui aime et qui est passionné de musique et je me suis reconnu aussi dans beaucoup de ce que me transmettent les gens en retour. C'est qu'ils ont envie de jouer de la musique. Ils écoutent de la musique tous les jours, mais ils ont envie d'en jouer. Absolument, de s'exprimer. Et ils sont obligés d'apprendre une langue qui ne leur appartient pas. C'est beaucoup d'efforts pour eux. Et ils ne s'y retrouvent pas quand ils essayent aussi. Pendant des fois, 1 an, 2 ans, ils ont essayé plus jeunes. Et ce n'était pas le bon moment pour eux dans leur vie. Et ou le bon instrument, peut-être. Ou pas le bon instrument non plus. Et au final, ils arrivent dans un endroit où... un grand merci aux fabricants qui ont chacun, 14 fabricants français, ont contribué à prêter un seul instrument. Chacun de ces 14 fabricants, ils ont prêté un instrument de la même gamme pour que 14 personnes puissent venir et essayer tous ces instruments. Dans la même gamme, donc. Alors, moi, j'ai assisté à ça. Il faut savoir que Quentin a acheté un véhicule en fonction. C'est-à-dire comme il a 14 ans de panne à mettre pour ses immersions dans son véhicule, et j'ai regardé, j'ai vu comment il chargeait tout ça. C'est impressionnant. Effectivement, c'est une chance incroyable d'avoir 14 instruments. C'est incroyable. Et donc, ils peuvent amener leur propre instrument. Mais pour certains, peut-être moments, tu préfères qu'ils jouent la même gamme. Ça se passe comme ça? Oui, alors pour les initiations, au début, les premiers touchés, le premier soir, le vendredi soir, quand ils arrivent, il y a une certaine émulation. Et puis les gens qui n'ont pas forcément confiance en eux, parce qu'ils n'ont des fois jamais touché d'instrument de musique, ils sont dans un groupe. Alors quand on est dans un groupe, il y a tout qui va bien. Tu fais des fausses notes, tu t'en fous, le voisin il a fait une bonne note et au final tu t'en pas trop, mais tu testes et tu fais. Et tout ça pour arriver dès le premier jour, en moins de 24 heures, arriver à pouvoir jouer tout seul, à composer tes premières mélodies sans ambition, juste tu crées quelque chose qui t'appartient, tu l'exprimes et il n'y a pas de jugement. On peut revenir dans la salle, montrer ce que l'on a créé et ça... Tu les mets à l'aise en fait. Ouais, puis mais c'est eux-mêmes qui se mettent à l'aise, tous ensemble. Il y a un vrai échange. Moi, je procure juste les handpans, je guide un petit peu tout le monde. Pour moi, le plus important quand ils arrivent et qu'ils n'ont pas encore touché d'instrument, c'est vraiment le premier toucher. On va prendre tous 1h30, 2 heures. Parce que ça peut gâcher un week-end, le fait de ne pas pouvoir toucher. Et tout le monde s'attend, il y a beaucoup de bienveillance. C'est très chouette. Ouais, je suis très fier de toutes ces personnes qui sont venues et qui ont grandi. Je vois qu'à peu près... Je ne fais pas de vente d'instruments, je laisse aux gens comme Percussion du Monde faire chacun son métier, effectivement. Et tu es déjà bien actif, donc c'est aussi placer son énergie au bon endroit aussi, là où on a envie. Exactement. C'est vrai que le Hameau de l'Étoile, c'est une sorte de village perché dans les Cévennes. Il me semble que c'est les Cévennes à cet endroit-là. Sud-Cévennes, vraiment Nord-Montpellier. C'est un peu comme Nantes et la Bretagne, attention, on n'est pas sûr. Pic-Saint-Loup. Mais vers Pic-Saint-Loup, c'est extraordinaire. Tu m'as invité à y jouer, j'ai passé vraiment un moment exceptionnel où il y a plein d'événements différents, que ce soit effectivement des initiations de handpan, mais aussi des événements... Tout stage de bien-être.
tout stage de développement, de bien-être, de choses bien agréables. J'ai adoré cet endroit et les personnes qui le tiennent. Alors Quentin, c'est déjà le moment de se dire au revoir. Déjà ? Ben ouais, c'est fou. Tu m'avais pas dit qu'on devait jouer quelque chose ? Mais ouais, c'est vrai. Attends, on va quand même se quitter en musique comme à chaque fois. Voilà, je vous invite à retrouver Quentin sur tous les réseaux qu'on va mettre en description, vous savez, en dessous là, dans la description de la vidéo. Il y a aussi le Tipeee pour nous soutenir. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci à Jacques-Laurence Madja pour la réalisation, à Pascal pour vraiment ce lieu qu'on adore de plus en plus. À chaque fois qu'on vient, ça vibre. Et il y a un nouveau gong à chaque fois derrière moi. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Ah, j'ai pas la batte. Est-ce que je peux y aller comme ça ? Ça marche pas pareil. Donc vraiment, grand merci à tous ceux qui nous soutiennent. Retrouvez Quentin sur ses différents réseaux. N'hésitez pas à aller écouter sa musique de partout. En tout 5-6 albums que en plus tu offres en clé USB, je crois aussi que tu peux envoyer par clé USB. Et je vous dis à très bientôt pour le 3e épisode de la saison 2. On va se quitter sur un morceau avec des handpan en récurde, bien à l'ancienne, comme on aime. Un petit mot pour te remercier pour tout ce que tu fais pour la communauté quand même, Jérémy. Merci Quentin, c'est un vrai plaisir. Moi, ça m'éclate parce que les copains, ils viennent, on fait de la musique ensemble et puis ça permet de découvrir aussi un peu plus sur chacun. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir refaire cette émission. Et puis, alors une fois n'est pas coutume, Quentin m'a montré quelques accords, m'a proposé une grille assez surprenante. Si vous trouvez quel est le morceau, vous pouvez aussi sur le chat tout simplement, peut-être qu'on enverra un album ou une clé USB à celui qui a trouvé, le premier à avoir trouvé le... Ça peut être marrant, moi je peux envoyer 2 albums et puis une clé USB. À celui qui trouve quel est ce morceau, juste avec la grille d'accords. En espérant que je m'en souvienne parce qu'il me l'a montré tout à l'heure.
plaisir.